Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour, de façon plus concrète, vous expliquer comment on a fait, pour reprendre l'image de Thierry, on est rentré dans la salle de sport et on a essayé de muscler la fonction RH au ministère de la Culture. Alors, on est toujours dans la salle de sport, on est encore un peu transpirant, mais c'est intéressant justement d'échanger avec vous à ce moment-là de notre histoire. Alors, la culture, d'abord, c'est un grand sujet pour un petit ministère. Pour 84% des Français, la culture, c'est d'abord le patrimoine. Mais ils ont une vision éclectique et ouverte de la culture, un désir de culture toujours plus grand, avec des records d'affluence dans nos grands musées et nos grands sites, mais aussi un objectif ministériel de 100% des enfants qui bénéficient d'une éducation artistique et culturelle. Un poids économique direct de 2,3% et un ministère, une activité qui est évidemment en première ligne sur l'ensemble des sujets de digitalisation, parce qu'avec des nouveaux supports, des nouveaux formats, des nouvelles œuvres. Les ressources humaines au ministère de la Culture, c'est 30 000 agents, dont 10 000 rémunérés directement par le ministère, et en fait déjà 50% de contractuels. Des services déconcentrés, 2400 personnes dans nos DRAC. Une de nos particularités extrêmement fortes, c'est un très vaste réseau d'opérateurs. Plus de 80 opérateurs et services à compétences nationales de taille extrêmement diverses. Certains sont des marques mondiales. Quand on dit le Louvre, quand on dit Versailles, voilà, tout le monde connaît. D'autres sont beaucoup plus petits. Nous avons des établissements d'enseignement supérieur. Et ce qui caractérise et ce qui rapproche tous les agents du ministère, c'est un attachement très fort à leur mission, avec parfois en corollaire le sentiment de ne pas être toujours reconnu à la hauteur de cet attachement. Moi, je suis pris mes fonctions en juillet l'année dernière avec un objectif qui était de muscler cette fonction RH, de lui permettre d'accompagner le ministère pour faire face à ces transformations avec une volonté d'avoir une fonction RH et un ministère plus stratège et moins dans la gestion courante. Je pense que c'est une évidence pour nous tous qu'une DRH ne peut plus être dans une posture d'édiction de règles et de procédures qui tombe d'en haut, ne peut plus être celui qui dit ce qu'il faut faire sans se préoccuper ou sans forcément avoir vraiment conscience des contraintes des acteurs de terrain. L'autre particularité de ce métier à la culture, c'est que compte tenu du fait qu'on est un ministère avec un très très grand réseau, il faut vraiment jouer collectif pour faire face aux transformations et mobiliser ce réseau. Et dans un monde qui change, il faut trouver des points d'appui et une politique RH et des valeurs RH partagées peuvent constituer ces points d'appui. Alors, comme ça a été dit, je pense plusieurs fois ce matin, les managers et les managers RH, comme les autres, sont à la rencontre d'attentes souvent paradoxales. On doit se transformer nous-mêmes. Et nous sommes l'objectif de notre propre transformation. On doit accompagner la transformation de nos équipes et de nos métiers, continuer le pilotage de la production, mais aussi accompagner la transformation des autres. Et pour ça, il faut vraiment construire à travers le collectif et en revenant toujours au sens de nos missions, de nos actions et à nos valeurs. Pour mener cette démarche d'évolution de la mission RH au ministère de la Culture, on est parti d'un cap assez simple, passer d'un service de gestion des ressources humaines à une DRH groupe. Une conviction, la démarche de transformation est en tant que telle aussi importante que le résultat, et une méthode. Plutôt des éléments de méthode. D'abord, objectiver le point de départ. Donc, on a fait un audit de la fonction RH du ministère de la Culture pour prendre appui sur les points forts et mettre fin à des perceptions très négatives. Quand on interrogeait les DRAC sur la perception de la fonction RH au ministère, le mot-clé qui sortait, c'était « brumeux ». Bon, et perception négative, de mon point de vue, assez exagérée. Et j'ai travaillé au Québec et j'aime beaucoup ce dicton québécois qui est que quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Et parce que je pense qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se transformer si on ne part pas de ses points forts et si on a une vision trop
trop déceptifs de nous-mêmes. L'autre intérêt de l'audit, c'était tout simplement de ne pas se tromper de priorité et puis enfin de pouvoir mesurer les améliorations. On a aussi fait des choix, c'est-à-dire qu'on a identifié des priorités. Moi, je dis souvent à mes équipes, on peut tout faire, mais sans doute pas tout en même temps. Et donc, on a fait un choix de retenir 4 axes. On aurait pu en retenir 10, 12, 15, 30, parce que c'est déjà beaucoup de se mobiliser sur 4 sujets structurants et que je ne souhaitais pas éclater... que si on veut faire trop de choses à la fois, je pense qu'on a un vrai risque de blocage. Une volonté aussi, je pense, partagée, là aussi avec les équipes, avec le réseau des DRH aussi du ministère, de rendre le changement concret. C'est-à-dire de mélanger des sujets pas forcément très ambitieux, mais qui permettront de montrer que dans quelques mois, les choses auront changé, avec des sujets plus... nécessitant une exploration plus le temps long, comme la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Et puis enfin, nous avons souhaité partir des préoccupations du terrain et donc d'écouter les acteurs. Donc on l'a fait à travers un certain nombre de techniques dont je vous parlerai un peu plus tard. Une dernière volonté aussi, c'était que la démarche soit apprenante. Comme je le disais, pour moi, la transformation en tant que telle est tout aussi importante que les résultats qu'elle produira, parce que de toute façon, la transformation, c'est notre quotidien. Donc, il faut qu'on passe à un monde où on se transformait tous les 3, 4, 5 ans, à un monde où nos organisations, nos métiers sont en constante évolution et on est en ajustement un tout petit peu permanent. Et donc, il faut qu'on apprenne à le faire et il faut qu'on apprenne, si on le peut, à y trouver un vrai plaisir professionnel. Donc, on s'est beaucoup fait accompagner pour ça, en demandant à nos prestataires de transférer leurs compétences et de nous aider en termes de méthode de travail. On a beaucoup investi dans le collectif avec des séminaires de travail, du design thinking, des focus group. Moi, un des moments que j'ai vraiment préféré, c'est quand un de mes collaborateurs m'a dit « Non, mais en fait, j'avais pas envie de venir, je pensais que ça allait être pénible et c'était super intéressant. » Donc, et ça, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant. Et comme je le disais, on a mis les métiers et les acteurs de terrain en situation de pilotage. Donc sur nos 4 chantiers, un seul est piloté par le SRH. Les 3 autres sont pilotés par un dirigeant d'établissement public, un secrétaire général de DRAC ou par l'inspection des patrimoines. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire des RH tout seul. On a vraiment besoin d'être en lien avec les autres et de montrer qu'on les écoute et qu'on part de leurs préoccupations puisqu'on travaille pour eux. Donc, l'audit nous a dit de façon très très courte que si il y avait plein de choses à améliorer, notamment une maturité de stratégie RH à construire, l'activité de gestion courante, elle était plutôt au niveau de la performance moyenne des autres ministères. Ce qui a permis de ne pas se tromper de combat, parce que ça faisait vraiment partie des débats qu'il y avait au ministère en prenant mes fonctions. C'est la question du service des ressources humaines, c'était beaucoup est-ce qu'il y a trop de gestionnaires ou pas ? Et en fait, la question de la DRH du ministère de la Culture, c'est quelle est la politique RH du ministère de la Culture ? Donc, on a choisi 4 chantiers de transformation. Le premier très concret, la réduction des délais de recrutement, l'optimisation du service rendu à l'agent, le développement d'une politique RH et d'une culture employeur et la gestion anticipée des emplois et des compétences. Donc évidemment, on a travaillé en mode projet, on travaille en mode projet avec tous les outils qui vont bien, tout en essayant quand même de rester dans un reporting à la fois structuré mais pas trop lourd, parce que faut aussi, pour moi c'est un point d'attention. On a besoin de piloter ce changement, mais il ne faut pas le micromanager. La réduction des délais de recrutement, donc on a fait du design thinking en mettant en atelier pendant une journée des membres des DRH d'établissements publics, des directions métiers du ministère et du SRH. Alors déjà, ils étaient tous surpris de réussir à se parler sans
sans conflit, parce que parfois les relations sont un peu tendues, et finalement de se rendre compte que la réalité de l'autre n'était pas si différente de leur réalité. Et rien que pour ça, ça valait vraiment l'investissement dans cette journée. Et puis, on les a fait retravailler à l'ensemble des étapes du process RH. Enfin, quand je dis on, tout ça a été piloté par Louis-Samuel Berger, administrateur général adjoint de Versailles, parce que, comme je le disais, c'est vraiment important de partir des préoccupations du terrain. Et ce qui nous a permis de lancer des expérimentations dont on va tirer le bilan à la fin du mois. Alors, sur l'optimisation du service RH rendu à l'agent, on a fait un truc assez simple, c'est qu'on s'est dit ce serait bien qu'on sache ce que veulent les agents. Et comment on fait ça ? Donc, on a demandé à notre prestataire de nous organiser des focus group avec des agents assez divers pour qu'ils aient l'occasion de s'exprimer sur ce qu'ils attendent d'un service RH et pas forcément ce qu'on pense important qui est important pour eux. Donc, cette démarche est en cours, on est en train d'en faire le bilan. Et puis, par ailleurs, on s'appuie beaucoup sur les outils interministériels développés par le CISIR. La culture a été pilote dans Renoir RH, d'ailleurs un peu pour ça que ça s'appelle Renoir RH. Et pour nous, enfin, un de nos objectifs avec le CISIR, c'est que d'ici au maximum un an, tous les agents puissent avoir sur leur smartphone leur application RH, parce que je pense que c'est important qu'on arrive à avoir une qualité de service qui soit comparable à ce qu'on trouve dans l'univers privé. Et puis enfin, une clarification du qui fait quoi, parce que dans un ministère où il y a beaucoup d'acteurs, où les acteurs RH peuvent être nombreux, c'est extrêmement important qu'un agent sache à qui doit demander quoi, et surtout qu'il y ait quelqu'un qui se sente dans l'obligation de lui répondre, ce qui est quand même un des principaux sujets. Sur la politique RH et la culture employeur, qui est notre troisième axe, la loi fonction publique est un formidable point d'appui parce qu'elle nous permet de revisiter une politique RH qui était parfois pas si structurée que ça, avec, je pense qu'on le vit tous, pour dire les choses de façon très sincère, des procédures de gestion et notamment le rythme des CAP qui prenaient le pas sur la structuration d'une politique. Donc là aussi, on le fait avec l'ensemble des acteurs et notamment des acteurs métiers. Et enfin, on développe une démarche de GAEC avec la Direction générale du patrimoine. On a choisi comme comme zone de travail les directions des patrimoines, les pôles patrimoine des DRAC, parce que il y a des métiers extrêmement techniques dans ces pôles, sur des compétences régaliennes et avec des volumes de départ en retraite qui vont être extrêmement importants dans les années qui viennent. Et l'objet, c'est vraiment de passer d'une logique de gestion de corps à une logique de gestion de compétences. Alors, la petite surprise, c'est que pendant la transformation, d'autres transformations arrivent. Et je pense que ça fait aussi partie des choses qui sont notre quotidien et auxquelles il faut qu'on fasse tous... Enfin, voilà, c'est la vie. Donc, les circulaires Premier ministre. Donc, on n'avait pas forcément prévu de mettre autant l'accent sur la déconcentration des procédures RH aussi vite. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire. Et un besoin d'accompagnement encore plus renforcé de l'ensemble du ministère. Parce que si dans son plan de transformation ministérielle, le ministre a complètement intégré la notion de DRH stratège et de DRH groupe, les autres directions qui ont besoin de se transformer et qui ont des feuilles de route extrêmement exigeantes nous disent « mais nous, on n'a pas le temps d'attendre que vous vous transformiez, on a besoin de vous maintenant ». Donc ça fait partie des paradoxes, en tout cas de la situation, je pense qu'on vit tous, et là aussi de la nécessité de s'adapter et puis d'ajuster les calendriers, de revoir l'ordre dans lequel on fait les choses. Donc c'est, je pense, un des sujets de la conduite du changement, c'est qu'il faut à la fois la structurer et en même temps ne pas la rigidifier parce que ça se passe jamais complètement comme prévu.
Et ce changement dans le changement a quand même un certain nombre d'avantages. D'abord, c'est une démarche très rythmée et très portée. C'est très légitimant aussi pour la fonction RH. Après, il y a aussi quelques risques, c'est-à-dire qu'il faut éviter l'amalgame et la théorie du complot, du genre, non mais de toute façon, vous saviez bien déjà que c'est comme ça que ça allait se passer, et vous avez tout prévu, et vous avez dans un tiroir un plan qui dit où tout le monde va aller. Voilà. Et pour les managers, et le manager que je suis, et les managers que je manage, comment on vit dans un monde dans lequel la transformation fait partie de notre quotidien? Je pense que d'abord, il faut créer des espaces. La transformation, c'est pas un truc qu'on fait en plus à partir de 20h le soir, dans les bonnes journées, quand on a fini de gérer tous les dossiers courants. C'est le cœur de notre métier. Et donc, il faut lui donner sa place là, y compris dans la gestion du temps. Je pense qu'il faut apprendre à bien vivre l'incertitude. On a peut-être été formé à cadrer, à donner des certitudes, à rassurer. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Edgar Morin qui dit « il faut apprendre à naviguer dans un océan d'incertitude à travers des archipels de certitude ». Et je pense que, en tout cas, ça s'applique assez bien, la réalité du ministère de la Culture. Il faut prendre plaisir à transformer nos organisations. Ça, je pense que c'est vraiment important, parce que si on ne prend pas individuellement et collectivement un vrai plaisir professionnel à grandir ensemble, on n'y arrivera pas. Et on s'y efforce au quotidien. Et enfin, voilà, juste redire que piloter et accompagner le changement, c'est à la fois nécessaire, mais qu'il faut éviter l'hypertaylorisation. Enfin, trop de pilotage tue le pilotage. Donc, comme dans beaucoup de choses en matière de management, c'est une question de dosage. Et puis, comme je le disais, et pour conclure, au ministère de la Culture, on travaille avec des gens qui sont extrêmement attachés à leur mission. Donc, on ne peut rien faire si ça ne fait pas sens. Et on revient en permanence dans notre quotidien au pourquoi on fait les choses. Si on est solide sur le pourquoi on fait les choses, je dirais que le reste doit pouvoir suivre. Merci beaucoup.